Bienvenue au portail de formation initié par le professeur Daliet Kien, formateur international de renommée mondiale. Cette chaîne YouTube est accessible à tous les jeunes africains ayant au moins le niveau terminal des lycées et collèges ou baccalauréat, toutes séries confondues, A, B, C, D, E, F, etc. ou de première année d'université, et aux travailleurs, employés, ouvriers, techniciens et ingénieurs qui souhaitent acquérir des compétences et des qualifications en matière de conseil, d'études de faisabilité technique et financière des projets énergétiques, énergie renouvelable, solaire, biomasse, éolien, etc. À l'issue de la formation gratuite que vous recevrez sur cette chaîne et le site web associé, vous pourrez créer des entreprises hors réseau, des entreprises d'utilisation productive de l'énergie, irrigation, pompes solaires, alimentation en eau des fermes, etc. Et également de travailler en tant que consultant international pour l'Union européenne, les États-Unis ou les sociétés de conseil, ainsi que d'exercer dans les ministères de l'énergie, Direction générale de l'énergie et Agence d'électrification rurale, avec toutes les compétences et qualifications requises pour mener à bien votre mission sans l'aide de consultants étrangers. N'hésitez donc pas, surtout, à vous abonner à mes chaînes YouTube et TikTok et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos de formation. Cette formation, notez-la bien, est gratuite. À très bientôt. Merci. Bonjour à tous. Je vais faire l'étude de cas avec ce outil Microsoft Excel qui a été produit par Frontier Associés pour le North Central Texas Council. of Government, NTCOG. Il est destiné à servir de point de départ aux collectivités locales pour analyser et quantifier les avantages et les coûts financiers directs, ainsi que les avantages communautaires supplémentaires associés aux investissements dans les systèmes solaires ou dans les systèmes solaires avec stockage d'énergie. Vous trouverez le lien pour télécharger le fichier original des créateurs sur la page description de mes formations sur l'introduction au financement des projets et à l'analyse de modèles financiers. Cependant, voilà en fait leur fichier. Voilà leur fichier, il est en anglais. Voilà un peu ce qu'ils ont fait. Sont pas, certaines choses ont été un peu combinées. Il n'y a pas beaucoup de détails pour vous permettre de maîtriser tout ce que j'ai fait comme formation avec vous. C'est pour ça que je préfère, je l'ai modifié de telle sorte que vous soyez à l'aise et que vous puissiez parcourir, on puisse parcourir ensemble les différents éléments que nous avons vus ensemble et pour que vous puissiez maîtriser euh, les concepts que nous avons développés, euh, que nous avons développés ensemble. Cependant, donc, comme je disais, j'ai transformé leur fichier pour le rendre très présentable, pour prendre en compte toutes les informations que j'ai partagées avec vous dans les vidéos de formation sur l'introduction du financement des projets et à l'analyse du modèle financier. Bon, le modèle, j'ai essayé d'apporter certains amendements et j'ai essayé aussi de l'arranger aussi bien que possible pour vous aider à maîtriser tout ce que vous avez appris avec moi. Et d'après le modèle que je vais partager avec vous, c'est un modèle en 3 parties.
une partie hypothèse. Donc, je vais remonter pour vous montrer. Et bien, là-haut, voilà. Dans une partie hypothèse, comme on a vu un peu dans la, la formation précédente, il y a une partie hypothèse, il y a une partie résultat. Hypothèse est entrée de données, c'est tout ce qui est en jaune ici. Ensuite, la partie résultat, c'est comme un tableau de bord, comme on l'a vu. Et puis, la partie modèle financier pour format qui est en fait les comptes des modèles de calcul. OK? La partie calcul des modèles financiers. OK? Alors, qu'est-ce que on peut retenir? Au départ, je peux considérer que ce modèle est bon. Pour ce pourquoi il était destiné, mais il n'est pas. Et nous l'avons transformé pour qu'on puisse l'utiliser pour analyser les modèles financiers présentés par les producteurs indépendants ou même pour que les directeurs généraux des entreprises IPP, qui ne sont pas des spécialistes de financement, puissent le maîtriser ou même pour que nos jeunes qui sont dans les classes de terminale, des lycées et collèges, et ainsi que ceux qui sont en première année d'université puissent comprendre comme tout le monde. Donc, ce modèle, en fait, je commence à l'utiliser puisque c'est essentiellement dans les formules moins plus c'est pour ça que j'ai détaillé un peu la partie calcul pour qu'on on n'ait que des moins et des plus. Hein. Vous verrez que dans la partie calcul, vous voyez, donc on n'aura que des moins et des plus, des multiplications. Ça, c'est des calculs élémentaires. Donc, tout le monde pourra comprendre sans difficulté. Pour le moment, c'est les principes. On aura des formations où on va vous montrer toutes les formules qui sont utilisées dans les modèles, dans la modélisation financière. Nous allons nous atteler au projet énergétique, mais sachez que en maîtrisant cela, vous pouvez l'appliquer dans tous les autres secteurs que vous pouvez avoir. Infrastructure pour construire des ponts, enfin, les péages d'autoroutes, etc. Tout ceci, vous pouvez l'utiliser, les connaissances que vous aurez, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel secteur où il y a des projets d'infrastructure. Donc, je l'ai fait parce que si on regarde ce qu'ils avaient fait, il y avait pour les jeunes, nos jeunes, ils risquaient de commettre des erreurs d'analyse et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, c'est essentiellement tourné vers ceux qui vraiment n'ont aucune connaissance en finance et qui débutent. Donc, c'est pour ça que j'ai cette étude de cas. Mais normalement, en faisant l'étude de cas, j'aurais dû vous donner le modèle et puis vous rentrez, on vous donne un exercice, vous rentrez les données et on vous dit, au regard de tout ce que vous avez appris lors des formations et qui se trouvent dans les vidéos précédentes, les quatre ou cinq, enfin, les quatre premières vidéos et même les deux autres qui vont arriver avant celle-là. Donc, en regardant cela, vous puissiez effectivement faire une analyse pour dire est-ce que ce projet, si vous étiez au ministère de l'énergie d'un pays donné ou bien à la direction générale de l'énergie d'un pays africain, si vous êtes prêt à valider ce projet-là. En fait, c'est ça l'exercice que nous allons avoir plus tard. Mais je ne pouvais pas aller directement à l'exercice si je ne vous donnais pas un peu comment le fonctionnement du modèle et puis en fait, les éléments fondamentaux que vous devez maîtriser pour que vous soyez à même lors de la séance que nous allons faire en direct ensemble, vous puissiez effectivement participer de façon euh, productive et efficacité et avec efficience
pour que vous tiriez le meilleur parti de la formation que nous donnerons plus tard. Donc, allons-y, nous allons voir un peu les modifications que j'ai apportées au modèle qu'on avait. Parlons d'abord de, de la partie hypothèse du modèle. Quel est le mode de remboursement qui a été utilisé ici? D'abord, il faut savoir que dans leur modèle qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas mis en place un mode de remboursement. Pardonnez, c'est ça. Ils n'avaient pas mis en place un mode de remboursement. Enfin, euh, ce n'était pas clair quel type de remboursement ils avaient mis en place. Mais en fait, c'était le mode de remboursement par annuité sans il l'ait dit. Il fallait aller regarder dans les formules pour savoir que c'était le mode de remboursement par unité qui avait été choisi. Donc, j'ai créé une ligne, la ligne 21, et à la cellule C21. Donc, il y a une liste déroulante où on met, si je mets A, c'est mode de remboursement par unité. Si je choisis C, c'est mode de remboursement par un principal constant. Bon, à ce niveau-là, je peux vous montrer un peu ce que les trois types de modes de remboursement existants, hein, dans le monde. Donc, il y a l'amortissement linéaire, c'est ce que j'ai appelé C ici, mode de remboursement par capital. En réalité, c'est là où le principal des dettes est constant durant toute la période. Ensuite, il y a les intérêts diminuent de la première période, première année, jusqu'à la fin du remboursement de la dette. Il y a le mode de remboursement, c'est vrai. Et puis il y a le mode de remboursement par unité. Vous voyez, intérêt plus principal, plus, la somme est égale durant toutes les périodes. Et puis il y a le mode de remboursement par amortissement sculpté. Bon, là, il dépend du DSCR. Donc, euh, donc là, on- ici, on n'est pas rentré dans le détail, on entrera dans le détail un peu plus tard, mais on a vu ensemble, j'en ai parlé quand même ici pour vous donner une idée. On l'a calculé ici, de telle sorte avec tout ce que nous avons appris ensemble, on a utilisé les formules pour le calculer. Donc, délai de récupération, DSCR, si vous regardez le modèle qu'eux, ils ont développé, il n'y a pas toutes ces informations là-dessus, hein. Vous voyez ici. Ouais, il y a tous ces autres éléments-là ne sont pas expliqués. Ok? Et le détail des TRI, les différents euh, cash flow détaillés, tout ça n'est pas expliqué à leur niveau. Or, pour que vous puissiez comprendre, j'ai dû, j'ai dû faire tout, j'ai ajouté ceci et j'ai détaillé tous les éléments ici. Et nous allons les parcourir ensemble pour que chacun de vous puisse savoir un peu comment cela est fait. Et puis, euh, on pourra mieux travailler ensemble. Donc, si on revient sur ce qui était là, quel est le mode de remboursement qui a été utilisé? Comme je vous disais, pour qu'on sache, j'ai modifié, j'ai créé le second mode de remboursement qu'on a vu, et ils étaient à amortissement, en fait, amortissement par annuité. Donc, j'ai créé une boîte de dialogue, enfin, une liste déroulante où j'ai mis ici amortissement par principal constant, comme on vient de le voir, ou bien amortissement par annuité, comme eux ils l'avaient. Donc, c'était le mode de remboursement par annuité qui était utilisé. Là où la somme intérêt plus principal est constante durant toute la durée de remboursement.
À côté de ce mode de remboursement, il y a un mode de remboursement par capital constant, c'est-à-dire le mode de remboursement linéaire. OK? Donc, à côté de cela, il y a celui-là. C'est le mode de remboursement linéaire. Oui. Et là, comment dirais-je, le principal est constant durant toute la durée de remboursement, comme on vient de le voir. Alors, si vous prenez la ligne C21, où nous sommes, alors j'ai pu insérer le mode de remboursement ici. Il n'y avait auparavant que l'amortissement par annuité, mais qui n'était pas précisé de façon comme ici. Donc, ça vous permettra de, de, de le savoir. Quand vous cliquez donc sur C, c'est pour dire que c'est un capital constant. Donc, dans le mode de remboursement linéaire, c'est-à-dire que tout ce qui est principal durant toute la durée de vie du projet est constant. Quand vous cliquez sur A, si c'est A qui est sélectionné, ça veut dire que c'est par unité constante. Et comme au départ, c'est par unité constante que cela a été fait, alors j'ai gardé par défaut sur unité constante. Mais, donc c'est ici, j'ai gardé par défaut sur unité constante. Mais déjà, la différence que vous allez faire entre remboursement par annuité constante et remboursement par capital constant est très importante. C'est que les deux modes ne donnent pas des TRI, n'aboutissent pas au même TRI. Par exemple, je suis sur annuité constante. Voilà le tri que vous avez, c'est-à-dire 5,8. Maintenant, si je change et que je passe à annuité par capital, vous voyez que le tri passe à 6,5. Donc, il est important, si vous avez en face de vous des personnes, des producteurs indépendants d'électricité qui viennent vous voir avec un mode de remboursement par annuité, vous devez leur poser la question. Pourquoi? Parce qu'a priori, c'est pas, ce mode de remboursement n'est pas le meilleur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du tarif sera beaucoup plus élevé. Donc, normalement, dans les projets énergétiques à grande envergure, c'est plutôt le remboursement par amortissement sculpté qui est le meilleur et qui sera choisi. À défaut, c'est le remboursement linéaire qu'il faudrait, qu'il faudrait choisir. Et le dernier qu'il ne faudrait surtout pas choisir, c'est le remboursement par annuité, parce que c'est l'État qui paie dans l'opération, puisque les prix seront beaucoup plus élevés dans ce cas-là. Donc, c'est quelque chose auquel vous devez faire attention. C'est pour ça que j'insiste ici là-dessus, pour que vous en soyez conscient. Alors, tout simplement, si on se limite ici, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que quand vous faites un remboursement par capital constant, comme celui que nous avons ici, le principal étant constant, c'est-à-dire que les intérêts diminuent au fur et à mesure et donc ils sont moindres. C'est-à-dire que le total des intérêts sur la durée de remboursement sera forcément toujours inférieur au total des intérêts sur la durée du remboursement quand il s'agit d'un remboursement par annuité. OK? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà donc pour ce qui est des hypothèses. Voilà ce que j'ai dû ajouter. Maintenant, après les hypothèses, il faut aller au niveau des calculs. Donc, ici, à ce niveau. Alors, dans le modèle financier pro forma, comme je le disais également, les créateurs du modèle ont mis l'essentiel, mais ils ont fait la fusion avec plusieurs choses, ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à percevoir ce qu'on veut véhiculer, ce qu'on veut réellement calculer en fait. C'est pour ça que je vous donne les deux modèles. Là, vous allez apprendre les deux, même si l'autre est en anglais, les mêmes principes sont. Hein, ça, il suffit de regarder, vous comprendrez. Euh, Ici, j'ai traduit la plupart des éléments en anglais, mais, enfin en français, mais c'est les mêmes thèmes que vous trouvez de l'autre côté, vous pouvez les mettre et puis
Ce sera un exercice pour vous, pour comprendre un peu la différence entre les deux. Et vous verrez que avec le modèle adapté que je viens de faire pour vous, vous allez mieux comprendre ce qu'il en retourne plutôt que... Et vous pouvez facilement l'utiliser pour le modifier et puis analyser des modèles financiers plus compliqués. Mais dans tous les cas, ne vous fatiguez pas, on aura à faire des modèles plus compliqués. Ça, c'est pour votre apprentissage. C'est pour que vous commenciez à maîtriser comment fonctionnent les modèles financiers. Donc, et au fur et à mesure, on ira par étapes. Hein. Ici, on se met au niveau des élèves qui sont en fin des cycles des premiers, en fin des cycles des lycées et collèges. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'ils vont améliorer leurs connaissances, nous allons poursuivre en, en leur donnant tous les outils Excel pour maîtriser aussi les outils Excel. Et puis ensuite, tous les outils, surtout Excel, pour faire les modèles financiers. On va parcourir pratiquement toutes les formules d'Excel pour la modélisation financière. Et on vous donnera, si vous voulez aller beaucoup plus loin, tout, en fait, le, un didacticiel, en fait, un guide Excel pour toutes les formules qu'on utilise dans la modélisation financière. Mais on va vous apprendre petit à petit comment, comment le faire, comment créer votre propre modèle financier, ou bien comment adapter, comment comprendre d'autres modèles financiers pour les adapter à votre cas spécifique. Ce que j'ai vu dans le modèle initial des créateurs du modèle, c'est qu'ils ont d'abord calculé le compte des résultats et de ce compte de résultats, ils ont sorti le TRI, le taux de rentabilité interne. Mais il va falloir que ce compte de résultats soit bien organisé. En fait, c'est ce que, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, euh, ça- un compte de résultat va toujours des revenus, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. Donc, si je viens ici, je vais maintenant, attendez une seconde. Je viens ici, descends. Voilà. Vous voyez, le premier tableau, c'est compte de résultats. Le deuxième tableau, c'est calcul des prix. Puis le troisième tableau, c'est les indicateurs. Donc, le premier tableau, je prends la première année d'exercice. On calcule d'abord le chiffre d'affaires, les ventes, puisque c'est de là qu'on va partir. Bon, les ventes, c'est en fait la production multipliée par le tarif où on arrive là. Mais pour le moment, on ne va pas rentrer dans ces détails. On veut vous expliquer un peu comment fonctionne ce- la partie calcul. Donc, le compte des résultats va toujours des revenus, hein, c'est-à-dire du chiffre d'affaires jusqu'au résultat net à après impôt. Donc, ouais, il part d'ici. Tous les détails que nous avons vus ensemble lors de la formation, vous voyez, on les passe en revue ici. Et puis, on arrive ici au niveau de la première année. Je vais m'atterrir à la première année. Donc, vous voyez que normalement, dans les modèles financiers, ce qu'on a comme formule dans la première colonne, la première année, un bon modèle financier, c'est la même formule qui est recopiée à droite partout. Donc, il suffit de maîtriser les formules de la colonne, la première année d'exercice et puis c'est tout. Vous avez tout compris. Vous pouvez la copier pour aller là, de l'autre côté. Donc, je disais que le compte de résultat va toujours des revenus qui sont là, c'est-à-dire du chiffre d'affaires jusqu'au résultat net après impôt, jusqu'au résultat net après impôt. Vous m'excusez si je me répète plusieurs fois, je me dis que cette formation est surtout dédiée
à nos jeunes frères des lycées et collèges. Je suis en train de leur montrer un peu, de leur permettre de maîtriser les éléments de base pour pouvoir bien suivre l'étude de cas que nous allons faire ensemble. Donc, il serait difficile de demander à des personnes d'analyser comment on l'appelle, des données d'un IPP, d'un producteur indépendant, d'un modèle financier d'un producteur indépendant, si je ne leur explique pas un peu comment le modèle fonctionne, et puis euh, là, en ce moment, quand on aura les résultats, eux-mêmes, ils pourront déjà faire rentrer à l'intérieur pour voir un peu comment les choses fonctionnent, etc. Et puis, quand on rentrera, quand on fera les cours, et même après les cours, ils pourront poser des questions plus pertinentes pour mieux maîtriser de quoi il s'agit. Et donc, j'ai organisé cette feuille en trois parties. J'ai fait d'abord un compte de résultats, donc le voilà ici. Ensuite, quelques éléments du compte de résultats vont nous servir à calculer notre TRI. Hein. Quelques éléments, vous voyez ici, le résultat d'exploitation, vous voyez, on parle de ce qu'on avait là, résultat d'exploitation. Certains parlent du résultat brut, de l'excédent brut d'exploitation. Nous, on va partir du résultat d'exploitation. Je vous expliquerai dans quelques instants euh, la différence. Ensuite, quelques éléments du compte de résultats vont nous servir à calculer notre TRI en calculant les flux de trésorerie par cascade. OK? Ouais. Donc, vous voyez qu'on calcule les flux de trésorerie par cascade. À la fin, maintenant, j'ai essayé de faire un petit tableau. Vous voyez ici, on a fait un petit tableau où on va calculer quelques indicateurs tels que le délai de récupération, euh, tel que le DSCR. Donc, vous voyez ici, on calcule, pardon, ici, je descends. On calcule ici le délai de récupération. On va vous montrer un peu, vous voyez là. Voilà. Vous voyez, le délai de récupération. Voilà. Donc, là, attendez, hein, il me semble que je suis resté sur. Voilà, c'est 6,5. Je suis resté sur 6,5 parce que quand j'ai vu les résultats, donc je vais mettre ici par défaut ce qu'il y a pour qu'on soit en phase. Ok? Donc, ici, là. Parce que je sais que lui, c'était 18 ans, le délai de récupération. Donc, comme j'ai vu 17, je me suis dit que je ne sais pas. Donc, vous voyez, avec l'annuité, le délai de récupération, c'est 18 ans. Alors qu'avec le, le mode de récupération par amortissement linéaire, vous avez vu tout à l'heure, le délai de récupération, c'était 17 ans. Vous pouvez vous-même tester cela. Donc, et puis ensuite, on a calculé le DSCR. Et voilà ici. Ouais, OK. Donc, voilà les trois principaux tableaux que j'ai modifiés dans ce qu'ils avaient fait. Alors, commençons par le compte des résultats. Donc, voilà. Bien, comme je l'ai dit, le compte des résultats débutera par le chiffre d'affaires et on terminera par le résultat net après impôt. Donc, je descends pour montrer les deux en même temps. Ici, je me mets là, on commence ici et on termine là. Alors, on calcule le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le revenu qui a été engendré par les ventes de kilowattheures produits par notre système solaire. Donc, vous voyez ici, voilà. Donc, lui, il est égal à ce qu'on a produit, vous voyez, ce qu'on a produit là-bas. Donc, par le chiffre d'affaires, par
multiplié par les tarifs, pardonnez, je descends, pour le moment, on va pas passer en revue tous ces éléments-là. Attendez, je suis en train. Ma souris me fatigue un peu. Voilà. Bon, je sors. OK. Voilà. Donc, le compte de résultat, et qu'on commence par les revenus. Donc, les revenus, c'est la production fois le tarif. Et ce chiffre d'affaires, donc j'ai dit, on calcule le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le revenu qui a été engendré par la vente des kilowattheures. L'autre côté, c'est les kilowattheures produits par notre système d'exploitation fois le tarif. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? De ce chiffre d'affaires, on va soustraire directement tout ce qui est charge d'exploitation directe. Donc, de ce chiffre d'affaires, on va soustraire tout ce qui est charge d'exploitation directe. Et ici, nos charges d'exploitation directe, on a les coûts ONM, ONM annuel, c'est-à-dire Operation and Maintenance. En fait, c'est Operation, c'est exploitation et maintenance, les coûts d'exploitation et maintenance pour chaque période, donc par an. Et puis, les, les autres coûts et tout ce qui est coût de remplacement des onduleurs et le coût de remplacement des onduleurs. Okay? Et pour la première année, cela s'élève à 398 600 euros. Pour la première année, ça c'est la première année, les autres années ont leur coût, hein, mais je ne m'arrête qu'à la première année pour que vous puissiez comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Et dans cette somme-là, on va soustraire, qu'on va soustraire du chiffre d'affaires et dans cette somme-là, qu'on va soustraire du chiffre d'affaires de la première année. Et cela va nous donner ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation EBE qui est de 1 815 348. Donc, vous voyez ici, ça, c'était le total des charges. OK? Donc, ici, on a nos revenus. On va soustraire ce montant et on obtient l'excédent brut d'exploitation EBE. C'est ce que nous avons vu ensemble pendant les formations précédentes. OK? On arrive à l'excédent brut d'exploitation. OK? Et maintenant, on a l'excédent brut d'exploitation. À cela, maintenant, on soustrait notre amortissement. Ça, c'est l'amortissement. Quand on soustrait notre amortissement, ici, c'est l'amortissement normal, hein, c'est-à-dire l'amortissement du capital, pas l'amortissement financier en termes de remboursement des dettes, comme je le disais tout à l'heure, en parlant d'amortissement linéaire, ce n'est pas ça. Ici, c'est l'amortissement euh, euh, du capital, donc, du CAPES, pas l'amortissement financier en termes de remboursement des dettes. Voilà. Et donc ici, on va soustraire notre remboursement. Donc, on soustrait notre remboursement et on obtient ce qu'on appelle résultat d'exploitation à la ligne 44. Donc, quand on soustrait à la ligne 44, on obtient donc 815 338, qui est le résultat d'exploitation. Vous voyez ici, on appelle ça résultat d'exploitation. Donc, souvent, pour faire les différents calculs qu'on va faire en bas, certains partent de l'excédent brut d'exploitation pour le faire, d'autres partent de l'excédent du résultat d'exploitation. La différence entre les deux, c'est que c'est l'amortissement. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on, on- on peut partir des deux, ça, peu importe, mais il faut savoir que dans l'heure, on va ajouter, dans celui-là, on va ajouter l'amortissement
Et dans celui-là, l'amortissement étant là, on ne va rien ajouter et poursuivre notre chemin. Donc, vous allez le comprendre dans peu de temps. Alors, ici, on a 815, donc 348. Et quand on arrive au résultat d'exploitation, si le modèle intègre des taxes opérationnelles, on peut parler des taxes d'équipement, taxes spéciales d'équipement. Vous savez, il y a des taxes de, communaux, des taxes qu'on paye quand on est situé dans certaines régions, etc. Donc, c'est à ce niveau-là. Ici, nous ne l'avons pas mis, mais si vous voulez, vous pouvez créer euh, cette partie et puis vous allez donc le mettre à moins et donc ça va, vous le prendrez en compte. Ici, on a pour la simplification, pour ne pas vous fatiguer, puisqu'on on va voir tous ces éléments de taxes là sur un projet qui se passe au Nigeria pour un off-grid. On va parcourir en détail comment vous pouvez créer un modèle financier de A à Z, tout seul. Euh, euh, cette formation, on l'a fait pour les autorités de Congo-Kinshasa et de Brazzaville à Kinshasa en juillet 2023. Donc, ça, ce cours-là va vous le faire de façon détaillée pour que vous puissiez, de B à bas, de A à Z, vous allez comprendre comment on crée des modèles financiers. Si le modèle tient compte de ça, si le modèle tenait compte de ça, on allait pouvoir le signifier ici à la ligne 45. Donc, si le modèle en tenait compte, nous allions le signaler à la ligne 45. OK? Le modèle n'en tient pas compte. Donc, comme on en a parlé, alors le résultat net d'exploitation, on enlèvera tout ce qui est taxes et paiement d'intérêt, c'est-à-dire paiement des frais financiers, les coûts financiers, etc. Donc, comme il n'y a pas les taxes, c'est seulement les intérêts qu'on va enlever. OK? Et donc, ici, notre résultat d'exploitation, de notre résultat d'exploitation, voilà, le résultat d'exploitation ici, on va soustraire l'intérêt de la première année. Donc, de notre résultat d'exploitation, on va soustraire l'intérêt de la première année qui est là. Les intérêts, paiement des intérêts de la première année. Et cela va nous amener à trouver le résultat avant impôt qui est de 300. Donc, ici, on va trouver le résultat avant impôt qui est de 336 025. OK? Et ensuite, en soustrayant les impôts, on a fin des lignes du compte de résultat à la fin du tableau, ce qu'on appelle le résultat net après impôt. Vous avez vu que le résultat avant impôt est négatif, donc forcément, les impôts seront nuls. OK? Bon, on verra ça plus tard. Mais si vous avez un résultat négatif, bon, vous n'êtes pas pénalisé, on ne vous donne, vous ne payez aucun impôt. Donc, c'est pour ça que vous voyez que le résultat net après impôt est égal au résultat avant impôt. Vous voyez ici, c'est 0,00. OK? C'est quand le résultat impôt est positif qu'on va commencer à, que vous aurez des impôts à payer. Et donc, depuis le chiffre d'affaires jusqu'au résultat net après impôt, c'est tout cela qui constitue le compte de résultat. Donc, tout ce que nous venons de faire ensemble, ici, sur la première année, c'est ça que nous appelons compte de résultat et que nous avons vu lors de la formation euh, que vous avez pu avoir dans les vidéos précédentes. Et dès lors qu'on a le compte des résultats, c'est encore plus facile pour nous maintenant de pouvoir procéder au calcul des tri. Donc, ça, celui-là, tout ce que nous venons de faire, c'est
ce qui permet, ce sont ces données, certaines de ces données que nous avons vues dans le compte des résultats que nous allons utiliser pour calculer le TRI. Alors, pour calculer le TRI, on rappelle le résultat d'exploitation. Donc ici, ouais, pour calculer le TRI, on récupère le résultat d'exploitation qui est ici. Ouais, quand je fais ça, voilà. Pour mes jeunes frères, vous voyez que ici, pour retrouver, pour prendre une information plus haut, donc ici, on a mis simplement égal la cellule 0,44, au 44, pardon. Donc, vous voyez ici, donc directement, il prend l'information euh, qui est plus haut. D'abord, dans certains cas, certains vont rappeler l'excédent brut d'exploitation. Il y a d'autres, au lieu de mettre ici le résultat d'exploitation, ils vont plutôt mettre le résultat brut d'exploitation. Hein? Alors, donc, si on vient ici, si ils prennent celui-là, alors celui-là contient l'amortissement, puisque vous voyez ici, on fait le moins pour trouver le résultat d'exploitation. Donc, celui-là contient le résultat d'exploitation, comment on appelle, l'amortissement. Donc, si on prenait celui-là, on n'allait plus à mettre cette ligne-là, ajouter l'amortissement. Mais comme on a pris le résultat d'exploitation pour poursuivre nos calculs, donc en matière de cash, il faut qu'on puisse prendre l'amortissement. Donc, c'est pour ça que quand on a rappelé le résultat brut d'exploitation, ensuite, bon, je poursuis pour que vous puissiez comprendre. Donc, si dans certains cas, on rappelle l'excédent brut d'exploitation, mais quand on rappelle l'excédent brut d'exploitation, alors il n'est plus question de rajouter l'amortissement pour avoir le flux de trésorerie disponible. Hein, ouais. Vous voyez que le flux de trésorerie disponible, il est exactement égal au résultat brut d'exploitation. OK? Celui-là. Il est égal à celui-là. Donc, à la différence de l'amortissement. Donc, nous, on a pris celui-là, c'est beaucoup plus simple à faire et puis c'est un peu plus détaillé. OK? Ensuite, voici. Dans d'autres cas, on peut commencer par le résultat d'exploitation. Et c'est notre cas ici. Nous, on a commencé par le résultat d'exploitation. Je vous conseille d'utiliser ça. Ce sera mieux. Vos résultats seront beaucoup plus clairs. Ben, si vous préférez utiliser et rappeler l'excédent brut d'exploitation, alors cette ligne d'amortissement devra disparaître de votre tableau, puisqu'il est déjà à l'intérieur ici. Donc, comme on a commencé par le résultat brut d'exploitation, on va donc rappeler, on va maintenant, pardonnez, oui, donc on a commencé par le résultat brut d'exploitation, oui, c'est, ouais. Donc ici, vous voyez que lui, on va prendre l'information de la ligne 44. Donc, on va rappeler le résultat d'exploitation de la ligne 44 à la ligne 54. C'est ce que nous avons fait là. OK? Et ce résultat d'exploitation, on va maintenant défalquer ou soustraire directement les impôts. Donc, de ce résultat, on enlève les impôts. Ici, c'est 0, mais sinon, vous voyez ici que celui-là n'est pas égal à ça. Alors que ici, parce qu'il n'y a pas, le résultat était négatif, donc ici est égal à celui-là. Donc, on continue. De ces résultats d'exploitation, on soustrait les impôts, qui sont nuls ici. OK, on aboutit ici. On soustrait les impôts directement et c'est ce qui va permettre d'aboutir au flux de trésorerie d'exploitation. Donc voilà, ici, quand on a soustrait, vous voyez tous, c'est des moins. Hein? OK?
Parce qu'en réalité, par exemple, si vous faites, quand il fait somme ici, ici, il y a un moins. Donc, forcément, ça moins ça, c'est ça qui donne la somme qui est ici. Donc, ici, on est à ce niveau-là. De ce résultat brut d'exploitation, de la première année, c'est 815 348. Hein. Voilà, notre résultat d'exploitation. Et de ce flux de trésorerie d'exploitation de la première année, à ces flux-là, on va ajouter maintenant l'amortissement. Vous voyez que maintenant, on avait un résultat, on ajoute l'amortissement. Si on ajoute et si on ajoute l'amortissement, parce qu'on a commencé par le résultat d'exploitation qui a été obtenu en prenant l'EBE moins l'amortissement. OK? C'est parce qu'on a pris celui-là, le résultat d'exploitation, c'est l'EBE moins l'amortissement. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute l'amortissement ici. Parce que l'amortissement, c'est en fait de l'argent que vous mettez de côté pour pouvoir renouveler vos différents CAPES, vos engins et autres, la centrale et autres, des éléments de la centrale et autres qui n'ont pas 25 ans, par exemple, pour les centrales, panneaux solaires, comme c'est 30 ans, panneaux solaires, ça a une durée de vie à peu près 25 ans, donc c'est les 5 années supplémentaires qu'il faudra remplacer les panneaux solaires. OK? Ouais, ouais, en fait, il faudrait mettre de l'argent de côté, effectivement, pour pouvoir renouveler les onduleurs. Donc, voilà pourquoi ce, ce- ce- donc, je reprends. Donc, on ajoute l'amortissement parce que l'amortissement, c'est en fait l'argent que vous mettez de côté pour pouvoir renouveler vos différents systèmes, vos engins et autres. Et donc, cet argent-là vous appartient. Cet argent est dans vos caisses, dans vos fonds. Cet argent est dans votre poche. Voilà. Et donc, c'est considéré comme un flux en ajout du flux de trésorerie d'exploitation. Donc, c'est considéré comme un flux en ajout du flux de trésorerie d'exploitation. Ajout. Et donc, le flux de trésorerie d'exploitation plus l'amortissement, ça va devenir ce qu'on appelle un flux de trésorerie maintenant disponible pour le service de la dette. Donc, ici, ici, pardon, ici, on a le flux de trésorerie disponible plus l'amortissement, ça devient le flux de trésorerie qui sera disponible pour le service de la dette. C'est ça qui est là. Alors, ici, flux de trésorerie disponible pour le service de la dette qu'on appelle CFADS. Et comme je vous disais, attendez que j'aille. Est-ce que j'ai mis ça? Et comme je vous disais, vous voyez que c'est le CFADS qui est utilisé dans l'amortissement sculpté. OK? C'est lui qui est utilisé dans l'amortissement sculpté. Donc, et c'est de lui qu'on parle ici. Ouais, c'est celui-là. C'est ce type d'amortissement que quand vous utilisez, c'est ce type d'amortissement basé sur celui-là. Quand vous utilisez, en fait, vous avez toutes les chances d'avoir des financements de bailleurs de fonds internationaux. C'est lui le plus prisé, amortissement sculpté. Mais on viendra en profondeur là-dessus ici. J'ai voulu simplement vous montrer des éléments de ces calculs-là en affichant ce fameux euh, le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette ainsi que le DSCR, le ratio de couverture de la dette. Donc,
Le flux de trésorerie, donc d'exploitation plus l'amortissement, ça va devenir ce qu'on appelle un flux de trésorerie maintenant disponible pour le service de la dette. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'on a qui va nous permettre de rembourser notre dette. Si, on- si ce qu'on a ici à la ligne 58, ici je parle ici, la ligne 58, si ce qu'on a ici à la ligne 58 est supérieur à la dette, alors on dira qu'on a un DSCR supérieur à 1 et qu'on est solvable, qu'on est capable de rembourser cette dette-là. Vous voyez ici. Donc ici, si celui-là est supérieur au service de la dette, alors on dira qu'on a un DSCR positif supérieur à 1. Par exemple, pour que vous puissiez voir, si je mets ici, si je fais ça, et je calcule le service de la dette, ça fait les intérêts plus le principal. OK? Comme c'est par unité, pratiquement, vous aurez la même chose pour tous les horaires. C'est les mêmes 1,6 million et quelques. Vous voyez que le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette, c'est ça divisé par ça. OK? Donc, en fait, c'est ce qui donne ici, si je fais ça, si je fais ça, et que je divise par celui-là. Je fais, je viens là, c'est ça, c'est ça. Et puis, je mets, attends, je vais faire mon truc simple. Voilà, ouais. Ouais, c'est le 1,12 qui ont été calculés ici, mais c'est pour vous montrer comment on calcule. Donc, c'est le service de la dette, la trésorerie disponible pour le service de la dette divisé par le service de la dette, qui est la somme des intérêts, du paiement des intérêts et du remboursement du principal. Donc, on a 1,12. Tant qu'il est supérieur à 1,12, ça veut dire qu'on peut payer notre dette. Et quand les banques voient ça, ils sont contents. OK? Ça dépend si ceux qui viennent, qui viennent apporter les dettes, s'ils considèrent que 1,12 est bon, par exemple, vous voyez la moyenne pour le service de la dette, le taux de couverture est 1,02. On a vu en cours que celui-là n'était pas suffisant pour nous permettre, pour décider. Hein. Supposons un instant que j'aille ici, je modifie et puis je passe à là. OK? Si je viens là, vous voyez que il s'est accru. Donc, avec ça, vous pouvez plus intéresser les banquiers. Si maintenant les banquiers avaient dit que eux, c'est pas 1,18 qu'ils veulent, c'est plutôt 1, je sais pas moi, 25, alors vous voyez que il y a c'est à vous de travailler avec la banque pour voir peut-être qu'en réduisant enfin, le taux d'intérêt, alors on pourrait satisfaire, si vous dites à la banque, non, je veux baser mes, mon mode de remboursement sur, enfin, voilà, voilà, je veux utiliser cet outil à amortissement sculpté, alors, OK, il peut accepter alors de baisser le taux d'intérêt parce qu'il est rassuré que quand il a fixé 1,25, vos calculs, votre modélisation permettra de remplir les 1,25 ici. Et là, mais en réduisant le taux d'intérêt, bon, tout ça, on verra plus tard ensemble, mais je vous donne quand même quelques aperçus de ce que vous pouvez faire pour votre compréhension, pour que vous compreniez un peu à quoi servent tous ces outils qui sont ici. Alors, donc je disais que si
Si ce qu'on a ici à la ligne 58 est supérieur à la dette, alors on dirait qu'on a un DSCR supérieur à 1 et qu'on est solvable. Bon, je retourne à ce que j'avais pour que on soit en phase. On était plutôt par annuité. OK, donc par annuité. Et on voyait ici que effectivement la première année, il n'y avait pas de problème. On était supérieur à 1, on pouvait rembourser sans problème. Mais si c'est inférieur, ça veut dire qu'on ne pourra pas rembourser cette dette selon la période donnée. Donc ici, le flux de trésorerie d'exploitation plus amortissement va nous donner le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette. Et maintenant, on va regarder, on va ajouter ici le service de la dette. On va ajouter le service de la dette ici. Donc, ici, voilà. Donc, ici, on ajoute le service, enfin, il y a le service de la dette qui est là, les deux là. OK? Donc, ces deux-là qui donnent ça. Donc, pratiquement, ces deux-là donnent le service de la dette qui est ici, qui est le paiement des intérêts ainsi que le remboursement du principal de la dette. Donc, le flux de trésorerie pour le service de la dette, on va soustraire le service de la dette, c'est-à-dire l'intérêt plus le patrimoine, on va le faire ici. Donc, c'est ici. Ouais. On prend ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire qu'on a fait ça, moins ça, moins ça. OK? Donc, voilà, c'est le montant qu'on trouve ici. Et donc, quand on soustrait, on aboutit directement à ce qu'on appelle le flux de trésorerie disponible pour retour d'investissement. Donc, sur cette ligne, la ligne 63, on aura par période les différents flux, flux de trésorerie, flux de trésorerie disponibles pour retour sur investissement. D'abord, je tiens à faire remarquer que, que intérêt plus remboursement, c'est ce qu'on appelle ici, dans notre cas, comme on a dit que c'était l'annuité, ouais, intérêt plus remboursement. Comme on avait pris A l'autre côté, donc c'est l'annuité, vous voyez que c'est toujours égal. Si on avait pris C ici, ce serait différent. Si par exemple, je repars et que je mets C et je fais C, vous voyez là. Vous voyez là, vous voyez que c'est différent. Ça, c'est les deux là. Vous voyez, tout à l'heure, tout était égaux. Mais ça, c'est linéaire, à part mode de remboursement linéaire. Donc, on ne trouve pas les mêmes choses. C'est pour cela qu'il est intéressant de, de jouer avec ce modèle pour que vous puissiez comprendre un peu tous les tenants et les aboutissements de ce modèle financier un peu simplifié, mais qui permet de comprendre tous les éléments clés d'une modélisation financière. OK. Donc, ici, vous voyez que c'est ça qu'on appelle, dans notre cas, comme on a choisi l'annuité, donc le remboursement, ce sera des remboursements intérêts plus capital, plus principal qui sera constant tout le long de la période de remboursement. Ici, donc, on a le principal qui va croissant, les intérêts qui vont décroissant, mais on finit sur toute la période de vie de remboursement, la somme des deux est constante. Quand on soustrait du flux disponible pour le service de la dette, les intérêts et le principal, on aboutit au flux disponible pour le retour d'investissement. Donc, c'est celui qui est là. OK, pardon. J'ai cliqué, c'est celui qui est là. Et c'est tous ces flux disponibles sur retour d'investissement qui vont nous permettre de calculer notre TRI. Donc, c'est cette ligne-là. C'est cette ligne-là.
qui va nous permettre de calculer notre théorie, toute cette ligne-là, avec les formules mathématiques. On vous apprendra. Hein. Donc, ces formules-là sont ici. Donc, vous voyez, quand je fais ça, regardez ici. Ça vient prendre tous ces éléments. Voilà. Et il calcule les théories. En considérant l'investissement initial, hein, le CAPEX qui a été fait, et puis à chaque fois, on prend en compte ce qui a été généré, ce flux de trésorerie annuel disponible pour retour sur investissement, et c'est avec ça on calcule. C'est ce qu'on a fait, et quand on a calculé, on aboutit à 5,8 pour le mode de remboursement par annuité. Donc, c'est ce qui a été fait ici quand il a mis le calcul, vous avez vu. Donc, il nous a permis de trouver 5,8 comme taux de rentabilité interne par la formule de calcul direct d'Excel. Maintenant, en bas, vous avez vu qu'on a calculé le flux de trésorerie cumulé. Donc, vous voyez ici, on fait le flux de trésorerie cumulé, c'est-à-dire l'investissement initial, et puis on ajoute le flux de trésorerie disponible au retour investissement de la première année. Quand on est là, vous voyez, on ajoute ces deux-là jusqu'à cette période, etc., etc., etc. OK? Et maintenant, à quoi ça sert ces éléments-là? Donc, le flux de trésorerie cumulé vont nous permettre de pouvoir calculer ensuite le délai de récupération dans le tableau 3. Donc, vous voyez, c'est c'est ça qui va nous permettre de calculer le délai de récupération. Vous voyez que c'est à la 18e année qu'on récupère sur les 30 ans, alors qu'on a combien d'années? On a 30 ans. Le projet dure 30 ans. Donc, c'est à la 18e année et on a vu ensemble que c'est pas. Je fais, le délai de récupération doit être entre 15 et 18 ans, n'est-ce pas? Et entre 15 et 20 ans au moment de la formation. Donc, a priori, ce projet serait bon si on ne tenait qu'à ça. Mais comme on l'a vu par ailleurs, le taux de rentabilité, on a dit que pour les projets, c'est 10% et pour les capitaux propres, c'est c'est à peu près 13%. En Côte d'Ivoire, c'est 12%. Donc, vous voyez que si on doit considérer cela, ce projet n'est pas rentable. OK? Je l'ai dit parce que quand vous allez faire vos analyses, c'est ce qu'on attend de vous. Quand vous allez travailler par groupe, c'est ce qu'on attend de vous, de nous dire les projets sur lesquels vous allez faire votre analyse en séance plénière d'études de cas, que vous puissiez analyser le tableau de bord que vous avez là, le tableau de bord que vous aurez pour le cas dans lequel vous allez travailler, et puis de nous dire un peu ce que vous en pensez. Ici, vous voyez même que la valeur est négative. Hein? Dans la valeur est négative, aucun financier ne mettra des sous là-dedans. OK? Vous voyez que le délai de récupération est répercuté ici, sur le tableau. Voilà. Donc, dans ce tableau 3, dans cette troisième partie, c'est où nous en sommes, j'ai déjà commencé à en parler. Dans cette troisième partie, ici, pour tout ce qui est modèle financier pro forma, pour calculer les délais de récupération, c'est tout simple. C'est-à-dire que pour connaître le délai de récupération, on va suivre le flux cumulé. Donc voilà, on suit le flux cumulé jusqu'à ce qu'il change de signe. OK? Ouais, on suit jusqu'à ce qu'il change de signe. C'est-à-dire, il passe de négatif à positif. Vous voyez que c'est à la 18e année qu'il passe de négatif à positif.
Euh, cela nous indique que l'investisseur a donc récupéré son investissement. Le passage du signe négatif au signe positif nous indique la période où l'investisseur a récupéré son investissement. Et c'est en cette période-là qu'on parle des délais de récupération. Vous voyez, c'est comme ça. Ici, pour ce projet, le délai de récupération pour les 7 000, donc vous voyez que le délai de récupération pour les 7 486 000 euros, ça c'est l'investissement du départ qui sont sortis de la poche de l'investisseur. Le délai de récupération ici, c'est à partir de 18 ans sur les 30 ans de durée de vie du projet que l'investisseur a pu donc obtenir la mise, ce qu'il avait mis au départ. Donc, tout le reste des 18 ans, sur les 12 prochaines années, alors ce sera des gains pour l'investisseur. Après le délai de récupération, il nous faut maintenant calculer le DSCR. Donc, ici, on vient sur cette ligne. Le DSCR, on a dit que c'est le flux de trésorerie que le service de la dette sur le service, pour le service de la dette sur le service de la dette lui-même, qui est composé de la somme des intérêts et du principal. OK? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette. Et ça, on prend et on divise par celui-là qui est la somme des deux. OK? Et on trouve 1,12 ici. Donc, la formule ici, c'est la même chose que le modèle fait. Donc, par exemple, pour calculer les DSR de l'année 1, on va faire le flux de trésorerie disponible du service de la dette de l'année 1, qui est 1 million. Donc, c'est celui-là. 1 815 348 sur le remboursement de la dette, OK, du service de la dette, voilà, qui est 1 662 924. Voilà, et ça donne 1,12. Ça qui était là, et puis que j'ai calculé pour vous en direct ici. C'est-à-dire qu'à la première année, on peut rembourser cette dette-là. Et quand vous suivez, on peut rembourser cette là depuis la première année jusqu'à la 9e année. Donc, vous regardez ici. Vous voyez que là, on est toujours supérieur à 1. Mais à la... Donc, vous voyez ici, si il part là-haut, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la 10e année, la 9e année. Donc, jusqu'à la 9e année, on est toujours supérieur à 1, on a pu rembourser. Mais à la 10e année, on a 0,21. Donc, à la 10e année, on ne pourra pas rembourser le service de la dette. Mais pourquoi on a un fait, on a cela? C'est qu'on a, pourquoi est-ce que ici, le service de la dette est inférieur non, le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette est inférieur au, au service de la dette. Parce que si je continue, hein, si vous voyez ici, pardonnez, c'est ça. Si je continue, vous voyez ici, vous voyez que celui-là, puisque à chaque fois, c'est ça qui est divisé par chose, hein, puis je continue. Voilà. À chaque fois, vous voyez ici, si je fais ça, à chaque fois, c'est celui-là qui est divisé par ça. OK? Et là, il est 0,21. Mais pourquoi? Regardez, remontez un peu en haut. On voit quoi? On voit que là, le service de la dette. Vous voyez que à la 10e année, on remplace les onduleurs. Donc, le remplacement des onduleurs, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a fait que on n'a pas les moyens de pouvoir remplacer de pouvoir payer le service de la dette. Mais l'année qui suit, on, on, c'est-à-dire que l'année qui suit, c'est la dernière année. Non, c'est ici, non, c'est pas.
Je continue. Ça, c'est moi qui ai créé, hein, donc, tiens, j'ai créé cette ligne-là spécialement pour vous montrer. euh, voilà. OK, OK. Donc, je viens ici. Donc, si je viens là, donc après cette année-là, l'année qui a suivi la 11e année, il a pu payer, 12e année, il a pu payer. Et la dernière année, il lui restait à peu près 0,02%. Enfin, il a 0,02 points pour qu'il puisse payer le service de la dette. Mais il est capable de payer le service de la dette pratiquement à 98%. Donc, voilà un peu pour vous expliquer un peu. En gros, voici ce que j'ai apporté comme rénovation, modification, ajout pour vous permettre de mieux maîtriser tous les concepts étudiés dans les vidéos précédentes afin que vous soyez prêts et disponibles pour participer avec efficacité et efficience à la séance de formation en direct sur l'étude des cas de cette formation que nous ferons très bientôt. J'espère que cela pourra vous aider, chers participants, à mes séances de formation de mieux acquérir les compétences nécessaires pour les autres formations qui viendront, surtout financières, qui viendront à la suite de celui que nous venons d'avoir. Merci et à très bientôt.